Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis accompagné aujourd'hui de PDPU. Comment ça va PDPU? Bonsoir, ça va très bien. Heu, je n'ai pas de caméra, mais c'est pas grave. Ça reviendra la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'en sais rien, on verra. De toute façon, les gens écoutent aussi sur Spotify et autres plateformes, donc l'audio Oui. c'est le plus important et l'audio est pixel, ironiquement. Oui, Euh, normalement. donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on trouvait assez intéressant dans la durée et pas que dans l'immédiat. C'est en fait comment LSS peut imprimer et développer des nouvelles cartes dans certains slots quand on a déjà des cartes très puissantes qui existent dans les staples, comme par exemple la tunique ou Command and Conquer. C'est une question qui nous est venue notamment quand on a vu certaines sorties d'Outsiders. Et en fait, on avait pu un peu discuter ça, du coup, de quelles sont les options derrière, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y a comme philosophie, qu'est-ce qu'il y a comme choix, et juste notre avis en général sur ce genre de choses. Donc, on va y venir tout à l'heure, mais juste avant, on va donc demander à Pilipio comment s'est passée sa semaine dans Flesh and Blood. Bah, très bien. Alors, ma semaine, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine? Ah, j'ai joué un peu aux cartes. Ouais, alors, j'ai fait, 2 événements au moins. Ouais, ça, j'ai fait l'Armory d'Uchronise, du coup, comme il l'a passé en draft le mercredi soir, du coup, j'en profite pour y aller parce que comme je l'ai déjà dit et comme je le répéterai à chaque fois que j'aurai drafté cette édition, le limité est trop bien, genre, c'est le feu. J'ai fait un draft qui était un peu étrange parce que, je pense que je manque encore d'XP sur le draft, pour la lecture des signaux. J'arrive à rester open, j'arrive à, percevoir ce que font les autres joueurs, mais j'ai énormément de mal à m'adapter moi-même. Une espèce de Mm. peur de l'inconnu qui est liée au fait de prendre des décisions sans savoir si, je vais être récompensé, qui du coup me pousse à être indécis très longtemps et en fait à être puni parce que je suis resté indécis trop longtemps. Du coup, je me suis retrouvé avec un pack Riptide qui était pas excellent parce qu'il avait pas mal de boost mais il manquait de flèches, qui a fait des trucs un peu sympathiques, mais qui était pas exceptionnel. J'ai quand même fait 2-1 sur la soirée et si j'avais lu mes cartes, j'aurais fait 3-0 parce que je perds la une. En fait, la une, je joue Riptide, donc mes pièges font un point de dégâts s'ils trigger. Mon adversaire est à 1. Mon adversaire m'attaque avec son Spider's Bite parce qu'il joue assassin. Et j'ai dans ma main le piège qui dit si ça défend une attaque avec Go Again, il se passe un truc. Et du coup, il fallait lire si ça défend une attaque avec Go Again, je fais un point de dégâts à mon adversaire, donc j'ai gagné. Et là, je regarde et je fais ok, j'ai pris un de Spider's Bite. Et après, il fait une autre attaque, et là, je bloque avec ma défense réaction. Et après, je la relis et je fais mais je suis con. Mais enfin, Hugo, t'es con comme un balai. Voilà, du coup, je la perds parce que après mon adversaire me tue, évidemment. Mais ça m'apprendra à lire les cartes. Et ensuite, l'autre Ah, c'est événement, compliqué. il a eu. Alors, c'est pas très compliqué, mais quand même, C'est un skill lire à pas deux négliger, cartes. je pense. Alors, lire deux cartes et réussir à connecter deux neurones pour comprendre qu'elles vont ensemble, très compliqué. Vraiment, c'est une sorte de niveau ultime du joueur de TCG. En vrai, à ta Euh, décharge, c'est plus compliqué en limité parce que justement, on est obligé de vraiment lire et on peut pas tout le temps se baser sur les cartes qu'on connaît et qu'on a mais, par- l'habitude de jouer. mais paradoxalement, quand tu as l'habitude du limité, comme tu vois toujours les mêmes cartes, au bout d'un moment, tu finis par les connaître, ces interactions. Mais là, c'est parce que je joue Ouais. assez peu Riptide. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à jouer Ranger. Vraiment, c'est une classe qui me plaît pas. Mais du coup, Ses hier, affinités. oui, chacun ses affinités. Du coup, hier, j'ai Donc drafté de lundi, nouveau. lundi pour les Oui, gens qui lundi, écoutent, du coup. parce qu'on tourne Ah, oui, mardi, mais ça sort dimanche. exactement. Du coup, j'ai drafté Benji cette fois-ci. On était 3 à la table. C'était très marrant parce qu'il y avait Croissant à l'exact opposé de moi, qui a drafté le même héros que moi, sauf que son pool était nul, alors que le mien était très bien. Comme ça fait 2 drafts que je me dis: «Ah, les équipements, c'est bien quand même. Vas-y, je vais en prendre cette fois-ci». Du coup, j'avais 7 équipements. C'est beaucoup, 7 équipements. C'est-à-dire que j'avais 3 têtes, et 2 gants, je crois. J'avais beaucoup d'équipements. Et Et c'est honnête, ouais. et surtout, le plus frustrant, c'est surtout que je jouais ninja et mon troisième booster, j'ai rarement vu un booster aussi chargé pour un ninja. Il y avait Wonder Whisper Pose, qui du coup est une Majestic pour Benji, que j'ai pris, parce que du coup je comptais jouer Benji.
Mais à côté de Wonder with Purpose, il y avait Descendant Gustwave, rouge, une des meilleures cartes du format parce qu'elle est très bien pour Katsu et tout, et 2 Bonds of Ancestry, dont un rouge. Ce Et eux, pack! jaune foil. Et le pack était si chargé. Et ça, c'était que les cartes ninja, parce que du coup, il y avait aussi 2 flèches rouges et un Spring Load rouge. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce booster là? Je veux tout prendre en fait. Donnez-moi la moitié. Tu tombé sur un des boosters belges. Ouais, ça doit être ça. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est que du coup, il a fait le tour de la table. Et du coup, quand il est arrivé entre les mains de Croissant, il a fait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce booster? Et du coup, il l'a passé, parce qu'il a dû prendre qu'une carte. Et du coup, l'autre joueur ninja a regardé, il a fait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce booster? Voilà, c'est marrant. Forcément. Ouais, c'est drôle. J'ai fait 2-1 du coup. J'ai perdu contre Usuri en finale qui avait un pack beaucoup trop bien contre moi. Avec des Peace of Mind, des Brush Off et 2 Death Touch rouges quand tu joues Usuri, ça aide. Pas dégueulasse, on va le reconnaître. Non, très honnête. En plus, c'est un auditeur. Du coup, je le salue. Il se Ah ouais? reconnaîtra. Ah Ouais. bah, salut auditeur. Coucou. Voilà. Moi, j'ai commencé à regarder là pour mettre à jour mes decks, justement avec Outsiders. Bon, j'ai l'avantage de jouer des classes qui n'ont pas trop été affectées. Ah ouais, bah moi aussi. C'est-à-dire que quand tu joues gardien et wizard, tu regardes les clans, c'est un genre, hein, ça passe. Ouais, bah, en fait, c'est un peu ce qui me frustre en ce moment avec le construit. C'est que bah, je joue Dromai et j'ai essayé quelques nouvelles cartes. Et bah, elles sont peut-être très bien dans d'autres decks, mais dans Dromai, elles sont pas assez bien en fait. Du coup, je pense que ma liste Ouais. ne va pas changer. Ou alors, c'est des changements qui vont être liés à la méta plus qu'à l'édition qui est sortie. Parce que j'ai eu l'occasion d'affronter Azalea un petit peu. Ouais, je vais mettre d'Unmovable dans mon deck, hein. Parce que ça a Ouais, l'air bah, bien, hein. c'est Hamilton qui disait que on allait voir le retour de Stonge bleu chez les gardiens aussi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah alors ça. Ah, j'ai vraiment très 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 hâte que les Azalea se saucent là, et puis que t'aies un Holdim ou un Bravo qui se disent non, mais je vais les bloquer. Et puis que vraiment Azalea se prenne Stonge bleu into Sync Below là, bloc 12 avec 3 cartes, et là elle fasse. Non mais ouais, bah, j'ai un peu tapé Azalea, et c'est vrai que les Bolt and Shot à 11 Dominate, Bloodrot Pox into Remorseless, ouah, tu parles moldave quand même, hein. Ça a fait mal, hein. Ouais, Et ça donne pas envie, hein. Et surtout que pour des decks comme bah, Islander, mais aussi Dromai, qui aiment bien genre bloquer, parce qu'en fait bloquer c'est fort dans le jeu. Ah ouais. Euh, Comme Azalea elle dit, bah tu bloqueras pas parce que j'ai Dominate en fait, et que maintenant elle a assez d'outils pour énormément maîtriser le dessus de sa bibliothèque, la densité de flèches, machin et tout. Du coup, c'est beaucoup plus commun de prendre des grosses flèches qui font mal, Mmh. avec des on-hit un peu gênants et tout. Du coup, bloquer devient à la fois plus important mais aussi plus compliqué. Mais du coup, ça va pousser probablement les joueurs à s'adapter un petit peu. Ça va être moins la guerre des chiffres que c'était avant Outsiders, du coup, parce que avant Outsiders, avec Uprising, c'était vraiment une méta qui était basée sur quelle est la value que tu peux tirer de tes cartes, indépendamment de ce que fait ton adversaire, d'une certaine manière. Islander était très forte à ça, puisque quoi qu'il arrive, elle allait présenter X de value. Faille, si tu le gênes pas, il te présente 35 en un tour. Enfin, c'est très mathématique en fait comme format. Là, l'intérêt, c'est qu'Azalea, elle présente beaucoup de chiffres, mais elle présente surtout l'impossibilité que tu aurais à valoriser tes propres cartes. Du coup, Azalea va pousser les decks à s'adapter pour valoriser leurs cartes d'une manière différente. Avec des cartes comme les Staunch Response bleu, par exemple. Parce qu'en fait, Staunch Response bleu équivaut à bloquer avec 2 cartes, sauf que dans les faits, tu n'en as mis qu'une seule devant la flèche K-Dominate. Sauf qu'en fait, du coup, tu n'as pas perdu de valeur sur la deuxième carte que tu as utilisée pour bloquer. Et en fait, le raisonnement derrière, c'est que là où Azalea aurait voulu t'empêcher d'utiliser tes cartes correctement, parce qu'elle t'impose un Read in the Ledger qui a Dominate, qui du coup est virtuellement imbloquable, bah en fait, tu peux quand même en tirer quelque chose parce que tu as des cartes comme le Unmovable, comme les défenses réactions, etc., etc. Pro tips, si vous voulez battre Azalea, jouez des défenses réactions. Genre les Unmovable de l'arsenal, ça l'envoie dans l'espace. Voilà. Ah oui, non, mais ça, non, moi, je suis vraiment en train de me demander, si je vais pas me faire un petit bravo, hein. Genre juste pour justement dire: «Bonjour, Ah bah, je le je conseille, hein. défends et je vous mets des baffes!» Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, Bravo est assez bien placé contre les adversaires d'Azalea. C'est-à-dire que
Si on considère qu'en théorie, Dromai est plutôt, favorable dans les rangers, ça veut dire qu'il va probablement y avoir une quantité non négligeable de Dromai et Bravo est un des mauvais match-up de Dromai. Du coup, tu Ouais, ça et en plus, si tu tech ton Bravo, tu un mauvais match-up de failles. Du coup, tu pourrais aussi punir les failles. ah non, mais Voilà. c'est pour ça, moi je pense que Bravo, c'est pas enfin, après, avec mes connaissances très limitées du perso, mais je pense que Bravo, c'est pas un mauvais héros en ce moment. Je pense que c'est un Non, je héros pense que c'est bien. qui peut faire des trucs et justement qui a l'avantage de pas avoir besoin de se ruiner en carte de la nouvelle extension, parce que je pense que je vais me Clairement. renseigner auprès d'un de nos anciens guests, hein, mais je Oui. pense que Bravo n'a pas beaucoup changé depuis sa Non, dernière non, non. itération. Non, à la Comme tu limite, c'est ce disais, qu'il je avait pense qu'on est dans la catégorie changement pour la méta, justement, peut-être rajouter ouais, des c'est ça. defense reaction, des choses comme ça, mais ça, c'est la base en fait. T'es ton deck pour l'adapter à la méta. Si tu veux jouer un peu compétitivement, c'est une obligation de toute façon, en fait, quand tu Mmh. joues à un jeu de cartes. Donc, Mmh. il y a rien de choquant dans cette idée-là, quoi. Et j'ai d'ailleurs, joué et affronté Codex of Frailty et quand on en a parlé les dernières fois, je n'avais pas encore joué contre, du coup, je ne savais pas quoi en dire. Enfin, j'avais un avis théorique, mais impossible d'avoir un vrai ressenti. Et bah, la carte est très forte, indéniablement. La carte est très intéressante aussi, beaucoup plus intéressante que ce que j'imaginais. Et surtout, la carte est beaucoup plus compliquée à jouer que ce que je pensais. Parce que du coup, je l'ai joué un peu dans Usuri et Ouais. En limité, il donc. faut non, en construit, parce que j'ai Tu l'as joué un fait en petit peu construit. Usuri en Tu l'as construit testé en construit, et d'accord. il faut réfléchir en fait quand on joue la carte, c'est chiant. Moi, on m'avait dit: «La carte elle est trop forte, tu la poses, tu gagné, bien joué». Bah, en fait non. C'est pas comme Ah, Channel Moon théorique, très déçu. 0 sur 2, 0 sur 20, on change. Ah ouais, non, mais on m'avait fait une promesse, ouais, bon, voilà, quoi. Ça se voit qu'elle est jaune, hein. Parce que si elle était rouge, bon, elle serait meilleure. Ouais. L'amour du rouge. Ou l'amour du rouge. Attends, je suis pas surpris, hein. D'ailleurs, moi, je suis surpris que tu ne joues pas plus Emperor, tu vois. Un deck qui est obligé d'être rouge, je trouve que ça tirait bien. Ouais. Alors oui, mais le truc, c'est que, si on considère que Emperor, c'est genre un peu l'aggro ultime parce que genre tu tout rouge, tu fais plein de trucs avec Gogen, machin et tout, le pire ennemi de l'Emperor, c'est aussi Kano et en ce moment, je joue plus Kano que l'Emperor donc quand j'aurai fini de m'amuser avec Kano, je sortirai probablement l'Emperor avant de me rendre compte Ah, que c'est vraiment pas ouf. Et je jouerai, Uzuri à ce moment-là. Mais en plus, je sais que l'Emperor, je pense que c'est j'en ai acheté un Rainbow Foil parce que ça vaut 15 € et que c'est formidable. Mais du coup, à l'issue d'un événement à Uchronie, j'en ai gagné un Cold Foil, donc je pourrais même flex avec mon empereur. oh ouais, oh le flex là. Ouais, non, trop bien. Bon, je suis pas à la Marvel, mais j'ai au moins une Cold Foil. Voilà, Marvel, vous êtes pas nombreux à la sortir normalement. C'est vrai. Bon, bon, après, c'est une carte comme une autre, hein. Non, mais moi je suis de la team, ma carte à 1000 balles, elle est dans des pochettes, voilà, c'est tout, genre, à un moment. Non, mais c'est normal, c'est comme ça que ça se joue, ça, c'est comme ça que ça Mais fait pas du tout faire des attaques à tes adversaires. Je pense que, tu sais, c'est un avantage psychologique. Tu arrives avec ta carte à 1000 ah balles oui, dans une bien sûr. pochette simple sleeve, l'adversaire te regarde et se dit: «C'est un Ah dingue, ouais, ouais. je peux Ouais, pas ouais. jouer contre cette personne». Mais tu peux aussi aller dans l'autre sens. Tu peux mettre tellement de sleeves sur des cartes qui valent 10 centimes que ton adversaire est très impressionné. Ça, Par c'est moi exemple, ça. mon Dromai, il est triple sleevé. Donc j'ai des petits dragons à 5 centimes et j'ai des Command and Conquer foil qui se côtoient et se caressent. Du coup, je suis en mode admire mon drip, admire mon deck de 60 cartes qui fait 2 fois la taille du tien. Voilà. Non, mais parce que ça, ton Mais- adversaire ne sait pas si tu as plus de cartes ou pas parce que tu Bien essaies de sûr. jouer fatigue et tu vois? Et C'est les toujours. Oui, oui. techniques de gros Ouais, players ouais. ça, c'est gros Bah oui. cerveau. Bah après, ouais, alors déjà gros cerveau, très, très gros cerveau et après, voilà, les vrais compétiteurs diront: «Il faut mettre tous les avantages de son côté, ne pas hésiter à être roublard finalement». Heu, c'est faux. C'est surtout que c'est une information théoriquement publique. C'est-à-dire que mon adversaire me demande combien de cartes je joue. Je crois qu'on a l'obligation de répondre, Tu l'obligation de répondre. le chiffre exact. À part si Donc ça a été changé, mais je me rappelle qu'à l'époque où j'avais check, tu avais l'obligation de répondre bah, ça a pas changé et je ça. crois que c'était Paul qui m'avait sorti ça à mon premier ProQuest, qui m'avait dit: «Et Ouais, du coup, il y a combien de bah, cartes dans ça ton ça deck?» peut Je ça lui avais ça peut avoir une répondu. importance en fait.
Du coup, Non, mais je lui avais répondu et après il m'a dit: «Non, mais je le demande à chaque fois comme ça mes adversaires sont perturbés et se demandent ce que j'ai en tête». c'est une vraie strat. Non, mais après, en limité, par exemple, ça a vraiment du sens de demander combien de cartes ton adversaire joue. En construit un petit peu moins, Ouais. mais le demander, c'est ascendant psychologique, ça, tout ça. Ouais, puis comme disait, hein, c'est légal, hein, tu le droit. Tu le droit, donc Ouais. pourquoi t'en priver? Ouais. Mais tu vois, donc moi, pour le deck Bravo là que je réfléchis à faire, j'ai cette situation qui va nous permettre de transitionner sur le sujet suivant. C'est que Mmh. j'ai toujours pas acheté de Command& Conquer personnellement. Je n'en possède Mmh pas. mh. Et le problème, c'est que Mmh. quand tu ne possèdes pas de Command& Conquer, ça devient très difficile de faire des decks compétitifs en fait. En tout cas, dans les Alors, classes que je joue. Dans les classes que je joue oui. en tout cas. Et Bah, c'est un choix, hein, de jouer ces classes-là, mais du mmh coup, ça limite les options. Bah, en fait, il y a un truc qui est un petit peu frustrant avec Command& Conquer et qui va être, entre autres, un des points de notre discussion, c'est que, Command& Conquer est une carte qui est un peu, inévitable et requise pour que ton deck soit au maximum. Non pas parce qu'elle est unique mécaniquement, mais juste parce qu'elle est trop forte d'une certaine manière, pour pouvoir être remplacée. Heu, En réalité, il existe des cartes qui sont des descendants, des sortes de de fils indignes de Command& Conquer. On pourrait citer, Amnesia, Erase Face, il y en a eu pas mal sur, Outsiders avec Humble par Avec exemple ou Vrek avec Havoc. Avoc aussi, ouais. Ouais, qui ont des effets qui y ressemblent. Donc, par exemple, Amnesia, ça va être le 2 pour 6, bloc 3, par exemple, avec un on-hit parfois pertinent. Vrai qu'Avoc, ça va être ton adversaire ne peut pas jouer de défense-réaction et tu détruis son arsenal si c'est une défense-réaction. Humble, ça va être 2 pour 6, etc. Mais la réalité, c'est que quand tu cherches dans un deck une 2 pour 6 qui bloque et qui a un effet pertinent, qui est un on-hit gênant pour les decks que tu veux gêner, mais tu ne peux pas faire mieux que Command& Conquer. Enfin, il n'existe pas encore mieux que Command& Conquer. Et du coup, le problème que ça pose, c'est bah déjà d'un point de vue du marché, ça fait une carte très chère, mais c'est comme ça. Il y a des cartes, elles valent très cher dans tous les TCG. Il y aura des cartes qui, parce qu'elles sont les meilleures, coûtent beaucoup d'argent, ou parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais du coup, la raison pour laquelle la carte est si chère, c'est parce qu'elle est très bien, parce que c'est la meilleure, et parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce que tout le monde la veut. Et du coup, C'est ça, c'est une du combinaison de coup, tout. le souci, et c'est probablement à ça que tu voulais en venir, on s'en était rendu compte quand on avait parlé du trench dans la review, si vous l'avez écouté, bravo. Euh, Parce qu'on s'est dit, mais si trench existe, qui est le torse ranger, qui a un effet qu'on pourrait apparenter à celui de la tunique, dans le sens où il fait des ressources des fois, et il bloque un, euh, on ne, on ne peut pas s'empêcher de comparer trench à la tunique. Du coup, que faire si la tunique existe toujours? C'est une vraie question. C'est ça. C'est toute la question en fait, parce que quand on arrive et qu'on a des cartes comme ça qui sont juste parfaites, enfin, dans leur design, c'est les meilleures cartes qu'on peut avoir. Il y a mathématiquement, c'est très compliqué de faire mieux. Sur les règles, c'est très compliqué de faire mieux. La tunique, c'est littéralement une ressource sur les 3 tours. Donc, dès que tu as un Ouais, mais équipement dès que tu un équipement qui te génère une ressource, qu'est-ce que tu fais comme calcul? Le premier, c'est est-ce que je vais avoir plus de ressources avec cet équipement qu'avec la tunique? bah, tu vois, Et est-ce qu'il y a d'autres ressources qui permettraient de compenser le fait que je gagne moins de ressources? Justement, par exemple, est-ce que l'objet va bloquer 2? Est-ce qu'il a un effet, genre, est-ce que les parce que, par exemple, si l'effet du trench était un peu plus, enfin, était un peu plus pertinent, peut-être qu'il verrait plus de jeux, on ne sait pas. bah, en fait, pour moi, il y a deux trucs. Le premier, c'est si, bah, en fait, la tunique est comparable aux autres torses du jeu. Parce que elle bloque un et elle génère une ressource tous les 3 tours. Il y a des alternatives à la tunique qui vont générer une ressource gratuitement, comme c'est le cas de la tunique théoriquement. Enfin, la tunique te coûte du temps, donc c'est pas littéralement gratuit, mais on considère qu'au moment où tu en as besoin, elle ne te coûte pas de ressources supplémentaires. Mais ces cartes-là, comme par exemple Blossom of Spring, qui est littéralement la même chose, sauf qu'elle bloque pas, ne le font qu'une fois, mais le font aussi à n'importe quel moment. Du coup, on a vu pendant un moment Faille jouer Blossom of Spring, parce que pourquoi attendre 3 tours quand tu peux tuer tour 2 en fait. Voilà. Mais le souci, c'est Vu surtout que comme du ça. coup,
une des caractéristiques qui fait la force de la tunique, c'est le côté obtenir une ressource, sans contre-coup, sans devoir payer de choses supplémentaires. Et si on reprend l'exemple de Trench, par exemple, le coût supplémentaire, qui théoriquement nous permettrait de faire une ressource à n'importe quel moment de la partie, c'est de mettre une carte de notre arsenal en dessous de notre deck. Mais du coup, ça coûte une carte quand même. Ce qui est énorme dans le jeu, en vrai, quand on en a que 4 voire 5 par tour. L'autre truc aussi, c'est que la tunique, elle bloque un quand on a besoin, généralement après le tour 3, parce que bah, tu vas faire en sorte d'avoir au moins une ressource avec la tunique. Et du coup, il y a d'autres équipements qui bloquent un. Mais comme il n'y en a aucun qui bloque un et te permet de générer une ressource sans coût supplémentaire qui existe, bah du coup, difficile de faire mieux que la tunique. Mais tu vois, le Redback Shroud, le torse d'assassin, Ouais. en fait, c'est une excellente carte. Mais il lui manque l'universalité de la tunique. C'est-à-dire qu'en théorie, Redback Shroud bloque un et te génère une ressource puisqu'elle réduit le coût d'une de tes AR de 1. D'accord. Théoriquement, ça fait la même chose que la tunique. Tu pourrais récupérer cet effet-là en l'échangeant contre 2 silver. Le souci, c'est deux trucs. Le premier, c'est que faire des silver, c'est pas facile, là où la tunique en a rien à péter de ce que fait ton adversaire. Et le second, c'est Hein. aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'AR, d'attaque-réaction dans le jeu, dont tu voudrais réduire le coût quand tu joues assassin. Donc en Au fait, final, la plupart des attaques réactions sont à 0 ou à 1 en assassin, si je me trompe pas. c'est ça. Et il n'existe pas encore de cartes qui en fait, il n'existe pas encore suffisamment de cartes qui justifient qu'on préfère jouer Redback Shroud pour avoir une ressource après avoir bloqué et genre peut-être recommencer, au-dessus de la tunique. Parce qu'en fait, ce qui fait la force de la tunique est moins sa force en soi. Parce qu'en fait, c'est un équipement qui est très puissant parce qu'il est gratuit et parce qu'il est universel. La réalité, c'est qu'il y a des alternatives plus puissantes que la tunique, mais dans des cas plus précis aussi. Et Blossom of dans Spring des était un bon classes exemple. spécifiquement aussi. Dans même Ouais, et dans des certaines classes équipements de classe spécifiques. qui sont, parce que c'est ce qui est très fort avec Command and Conquer et la tunique, c'est que ce sont des Oui, génériques. C'est des c'est leur choses que tu côté peux mettre dans générique. n'importe quel deck. Tu me dirais Mmh. que Command and Conquer est une carte exclusive gardien, par exemple, ça me choquerait beaucoup moins. Même si, Bah, théoriquement, il existe un équivalent gardien, il s'appelle Disable, ouais, sans l'intérêt de empêcher les DR et avec un hit moins universel. c'est Mais en ça. fait, c'est ça qui casse un peu la tête avec ces cartes-là, et c'est ce qu'on disait avant d'entamer l'enregistrement, c'est que si on voulait faire mieux que ces cartes-là, ça poserait des vraies questions d'équilibrage. Parce que, autant la tunique est un équipement très puissant, mais pas fondamentalement surpuissant, dans le sens où quelque chose de plus puissant que la tunique me choquerait pas non plus. Et en vrai, on a déjà eu un exemple de carte plus puissante que ce qu'on imaginait être la meilleure carte sur ce slot-là, c'est quand Crown of Providence a remplacé Arcanid Skullcap. Au moment où ça a eu lieu, s'est posé la question du power creep. Et en vrai, il y avait des gens qui avaient un peu peur. Parce que depuis Arcane Rising, Arcanid Skullcap, c'était la référence. Si t'as pas de casque, t'as Arcanid Skullcap, en fait. Parce que ça te C'est fait ça. gagner 3 points de vie sur le cours d'une game, parce que parfois t'as Arcane Barrière, machin et tout. Alors il y a toujours des irréductibles qui disent que Arcanid Skullcap c'est meilleur que Crown of Providence. La réalité, c'est que Crown of Providence sera 95% du temps mieux qu'Arcanid, parce qu'elle a ce côté universel que n'a pas l'Arcanid Skullcap. Parce qu'elle a ce côté, dans un monde où Command and Conquer est une des cartes les plus jouées du format, et où tu risques de t'en prendre une assez souvent, le fait de pouvoir sauver ton arsenal, c'est trop cool. Et en fait, perdre un point de vie contre ce truc-là, en fait, ça, c'est tellement pas grave qu'en vrai, ça va. Mais du coup, si on met dans le même panier que Command and Conquer Crown of Providence, et qu'on se dit, genre, vas-y, la carte est trop forte quand même, c'est un staple, t'en as besoin. Parce que théoriquement, ça coûte quasiment aussi cher qu'une tunique, quasiment tous les decks la jouent, mais juste la carte est plus récente en fait. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que ce serait une Chrono of Providence plus forte que ce que ça n'est déjà? Hors carte de classe. Plus, let's go. Et en fait, je pense qu'il est là un peu le twist, c'est que en gros, le souci de ces trois cartes-là et le dénominateur commun, et d'ailleurs on peut mettre E-Strike aussi hein, dans le même panier. Oui, oui, c'est vrai qu'E-Strike, je l'ai pas cité, mais on est exactement dans le même cas, hein. Ouais, même énergie. C'est qu'en Ouais, fait, bah,
Et je l'ai même quand tu regardes, enfin, c'est les cartes qui me manquent à chaque fois, hein, dans mes decks, Ah bien sûr, c'est les c'est cartes les que j'ai pas génériques que achetées, tout hein. le monde veut avoir. Mmh. C'est Bah, en ça. fait, c'est que c'est des génériques et en fait, le truc, c'est que si on voulait faire mieux que ces cartes-là, il faudrait faire des cartes de classe, meilleures que, E-Strike. La réalité, c'est que, ce que font Command& Conquer, E-Strike, La Tunique ou Crown of Providence sont des choses que les classes ne font pas encore ou ne veulent pas faire tout court. Par exemple, Command& Conquer, c'est pas très loin d'être une carte de gardien. Elle coûte un certain nombre de ressources, elle tape assez fort, elle a un effet unit un peu gênant, etc., etc. Le truc, c'est que n'importe quel deck aggro qui joue que des rouges peut jouer Command& Conquer, parce que c'est une générique. Et en vrai, des équivalents de Command& Conquer exclusives à gardien choquent pas du tout. Parce qu'en fait, c'est la philosophie de la classe, il n'y a pas de problème. Ce qui en vrai pose problème dans le jeu, je pense, c'est dans le cas où ils font des cartes de classe qui ne sont pas assez fortes pour remplacer euh, les équivalents génériques si puissants qui existent déjà. Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin que les cartes soient plus fortes? Parce que C'est tout le point, en fait. C'est que, est-ce qu'on veut vraiment qu'on se retrouve sur des cartes qui sont plus fortes que ça, ou est-ce qu'on attend que ces cartes-là, d'une façon ou d'une autre, soient forcées de sortir de la méta? Et du coup, quelles sont les options, en fait, pour que ces cartes-là n'aient plus l'impact bah, qu'elles ont maintenant? ce que disait notre régisseur avant qu'on enregistre, c'était il pense que, et je trouve que c'est un avis qui se défend très bien. Il pense que quand le format Living Legend aura pris forme, qui commencera à avoir un certain nombre de héros, qui sera peut-être officialisé, qu'on aura les premiers événements, et ça, etc., ils profiteront de cette arrivée d'un nouveau format qui se voudrait avec toutes les cartes les plus fortes du jeu, pour bannir justement ces staples du format commun, si on peut dire ça comme ça, et provoquerait une espèce de rotation. Genre, on pourrait probablement appeler ça la première rotation du jeu, en fait. C'est vrai que Mais en même temps, ce serait un équivalent de rotation, hein. Si, hein, du jour au lendemain, on arrive et qu'on voit qu'il y a plus, CNC, il y a plus la tunique, et cetera, dans les decks, ça va changer le gameplay, hein. bah, ouais, bien sûr. Et en même temps, est-ce que Pas ça va bien. tant les changer que ça, en fait? C'est ça qui est un peu perturbant avec ces cartes-là. C'est que en vrai, si tu enlèves à tous les decks Command& Conquer, tous les decks le remplacent. Alors ce sera jamais aussi bien, évidemment. Et ça va peut-être, déséquilibrer certaines stratégies. Parce que peut-être que certains decks auront plus de difficultés à exister, parce qu'ils seront beaucoup plus sensibles à ce qu'avant ils gênaient avec Command& Conquer. Par exemple, je prends mon exemple, je joue Dromai, Command& Conquer est une de mes armes pour affronter Faille. Sans Command& Conquer, bah, c'était déjà dur, ça va juste être encore plus dur. Mais finalement, ça va pas changer mon deck. La tunique, c'est Ouais. pareil. Il y a assez peu de decks qui ont la tunique littéralement au cœur de leur stratégie. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est Holdim, parce que c'est vraiment le héros qui utilise la tunique le plus possible. Ouais. Et sinon, tous les autres héros du jeu, en vrai, pourraient la remplacer. Sachant que les raisons pour lesquelles Uldim en plus utilise la tunique le plus possible, c'est souvent ces deux staples que sont le bouclier et la crown of seeds, et qui sont des objets qui ont aussi Bah, cette question du est-ce qu'on veut les laisser ou pas, notamment la crown. alors, il y a cet autre débat, mais pour Holdim, surtout, c'est la partie va durer plus de 3 tours, parce que c'est le but du héros. Ouais. Et en plus, En ça permet plus, de oui, faire des femelles avec une bleue. Ce qui est ça vachement c'est bien. beau. C'est vachement bien. J'aime beaucoup personnellement en tant que joueur Uldim, j'avoue que Ah c'est ouais, un truc que j'aime bien. tu m'étonnes. Mais oui, moi c'est que en fait voilà, d'ailleurs on parlait tout à l'heure des cartes de classe qui peuvent remplacer les staples, ces staples là. Bah, on a l'exemple chez Holdim, avec sa Crown of Seeds qui au final remplace, sans Oui, non. vraiment de Ouais, difficulté la Crown of Providence. bien sûr. Et en même temps C'est et et en qui même rentre temps, pas est-ce que exactement c'est dans le en même rôle mieux, en quoi? plus. Après, en fait, pour moi, le piège, ce serait de vouloir faire des cartes qui, sont juste plus fortes. Par exemple, Mmh. je trouve ça dommage que Crown of Providence ait, universellement remplacé Arcanist Skullcap. Parce que, il y avait, des éléments d'Arcanist Skullcap que j'aimais bien. Par exemple, le fait que, heu, c'était intéressant quand tu jouais un deck aggro, par exemple, de faire attention à tes points de vie pour toujours Ouais. être un point de vie en dessous de ton adversaire et du coup avoir la value maximale sur l'Arcanite. Ce genre de petits détails rendait J'adore Arcanite vraiment le cool. concept. Ça, c'était vraiment un truc que Hem, j'adorais aussi sur Arcanite, hein, ah le le petit le fait de ouais, calculer j'ai ses PV pris à 1 PV près, quoi.
Mmh. C'est vraiment ça. Ouais, j'ai pas bloqué ton breakpoint, mais regarde, mon Arcanite bloque 2 et tu prends Scar for Scar. Pouah. Et ça là, quel plaisir. Mais du coup, le fait que ça existe plus, ça fait que, enfin, le fait que ça existe plus, je trouve ça dommage. Et ça fait surtout que, bah, Crown of Seeds, c'est une carte qui est d'une certaine manière fondamentalement mieux que Crown of Providence. Parce qu'elle produit l'effet de Crown of Providence à tous les tours. C'est ça. Du coup, euh, du coup voilà quoi. Et en fait, ce qui, ce qui m'ennuierait, mais qui, à mon avis, est probablement un peu inévitable, c'est que ils fassent du power creep, qui est un peu, c'est un peu un gros mot en plus dans les TCG, le power creep. Ça m'amuse parce Ouais. que c'est une notion que les joueurs aiment pas du tout, et paf, à juste titre en vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, le power creep, qui peut se traduire par euh, réduction par la puissance, je sais pas, ouais, Au on peut dire contraire, ça comme ça. c'est puissance grandissante en fait. C'est le fait que la Ouais, puissance. mais dans le power creep, j'entends le fait que tu réduises le reste avant d'augmenter la puissance des cartes. Je sais pas, parce que le concept de creep, c'est vraiment de monter justement. Que c'est de l'escalade. Ouais, C'est un peu la c'est un peu course. escalade de C'est un peu la puissance. course à l'armement en fait. Ouais, il y a un peu de ça. Le C'est power genre, creep. sur le format précédent, on avait des canons, très bien. Sur le format suivant, nous aurons genre des bombardiers. Et sur le format d'après, on aura la bombe nucléaire. Et sur le format d'après, on Exactement détruira les ça. planètes. C'est je crois que le jeu qui a le plus, enfin dont j'ai le plus entendu parler de Power Creep, c'est Dragon Ball Super, le jeu qui est encore d'actualité, mais qui est un peu mort à cause de ça. Parce qu'il avait vraiment ce truc-là, genre on entendait les joueurs en parler, et c'était vraiment, bah, il y a une série qui est sortie, les cartes sont cool, on s'amuse bien, machin et tout. Et puis il y a une nouvelle édition qui est sortie, du coup, bah, plus aucune carte de l'édition précédente n'est jouable, parce qu'en fait, aucune n'est assez puissante pour être mis sur un pied d'égalité avec les nouvelles. Alors, mine de rien, à Fab, ils s'en sortent très 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 bien. Parce Ouais, qu'ils sont à 8 éditions, 9 éditions maintenant? 3... Non, ils sont à 7 voilà. éditions. Vérifier Régie. Ouais, 7 ou 8. Bon, enfin, ils sont quand même un sacré paquet d'éditions. Et ils n'ont pas encore produit ce sentiment, à part peut-être Crown of Providence. Bah, Ah, c'est les le gens truc où auront ils ont été probablement des forts. contre-exemples. C'est le truc où ils ont été forts, c'est s'ils ont produit le sentiment, mais sur des cartes très spécifiques et pas Ouais, sur une édition, justement. ouais. Parce qu'il y a eu le sentiment avec Starvo aussi, hein, quand Starvo est Il y sorti. a, il y a eu un peu ça. Sur Aria, rétrospectivement, maintenant, on se rend compte que Ouais, l'édition était un peu fumée quand même. Au ouais, c'est moment vrai. où elle est sortie, les gens étaient en mode ouais, c'est fort, mais ça va. Puis la régie nous dit qu'il y a eu 9 éditions complètes. Mais genre sur Aria est peut-être la première édition où rétrospectivement on s'est vraiment dit genre ah mais en fait il y avait des bonnes cartes quand même dedans. Ouais. Genre quand ils ont annoncé Duskblade, on était en mode ah ouais c'est énervé ton affaire quand même là. Je l'ai Et bon jamais après vu jouer cette carte. quand ils l'ont banni, moi je l'ai joué en Blitz. Oh la cochonnerie. Oh là 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 là. Heureusement que c'était pas légalement construit, hein, parce que ça c'était une infamie, hein. Mais du coup, en fait, c'est un débat qui est assez intéressant, je trouve, en ce moment, parce que Outsiders et Dynasty, et un petit peu Uprising, mais pas tant que ça, étaient des éditions qu'on a senti être un petit peu en deçà de la puissance des éditions précédentes. Genre, Ouais. sur Outsiders, c'est évident, parce qu'il y a vraiment des cartes, tu les regardes et tu fais, mais genre, les stats, il y a un truc qui va pas, genre, il manque un point quelque part, quoi. Sur Dynasty, c'était un peu le côté genre, on s'attendait à un Everfest 2 avec des trucs à la Starvo et des dingueries comme ça. Heureusement, il n'y a pas eu d'équivalent. Mais, du coup, comme ces éditions étaient un peu en dessous, ça a un peu produit un espèce de jeu de contraste, où du coup, genre, on a fait. Mais du coup, comme ces éditions sont moins fortes, à quel point elles étaient fortes, les éditions d'avant? Et je trouve ça plutôt sain en vrai que LSS ait Ouais. réussi à rattraper un peu comment dire? À rattraper un peu le coup parce que je pense qu'il y a des jeux des TCG qui se sont un peu emportés par leur propre power creep. Genre, bah en fait, quand un designer n'arrive pas à renouveler son jeu
avec des mécaniques nouvelles, avec, des subtilités de design, avec des variations intéressantes et cetera, il aura tendance à faire une carte plus forte que la précédente. Parce que du coup, les joueurs vont avoir plus envie d'avoir les nouvelles cartes, du coup, bah, tu vends ton édition et c'est après tout, c'est le but d'un TCG. Le truc, c'est du coup, au niveau du jeu, ça pourrit le jeu parce qu'en fait, très vite, des cartes oublient, disparaissent, sont remplacées et genre, comme je joue beaucoup à Hearthstone, vraiment le truc qui me fait le plus rire, c'est quand des joueurs comparent des nouvelles cartes de nouvelle édition à leur équivalent en termes de coût en mana et de statistiques, Bon, mais genre d'il y a 3-4 ans. Et les gens vraiment, qui ça comparent me encore au fait Yeti, là. beaucoup rire. Ah ouais, mais c'est trop drôle. Ah vraiment, c'est dans Hearthstone, il existe une 4-5 pour 3. Ouais, c'est ça, 4-5 pour 3. Bah maintenant, il existe une 4-5 pour 3 qui peut attaquer le tour où elle arrive et qui en plus est boostée si tu joues des sorts. Enfin, genre, c'est. Et t'as que des trucs comme ça. Et en vrai, moi, ça me fait beaucoup rire parce Une que 4-5 pour 4, le Yeti. 4-5 pour 4. Ouais. Mais, mais du coup, en fait, c'est le fait qu'il y ait des. J'espère sincèrement que sur Fab, ils n'arriveront pas à ce moment où, genre, Think Below n'est plus assez bien. Du coup, ils font un équivalent de Think Below, mais en fait, ça défend 5. Ouais, c'est Genre, ça. bah, en fait, ça marquerait la fin de Think Below parce que t'aurais plus aucune raison de jouer Think Below. Du coup, bah. Ça ferait aussi probablement une carte qui aurait une valeur tellement élevée qu'en fait, genre, beaucoup d'autres cartes seraient invalidées par la seule existence de cette carte-là, etc., etc. Mais Du du coup, coup, tu vois, genre, vas-y, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, mais du coup, en fait, si on essaie d'éviter ce power creep, ce qui est, pour, on est tous les deux d'accord, je pense, c'est une très bonne chose, hein, de rester sur ces niveaux-là, de rester sur ces Ouais, je pense. mathématiques-là, etc. Bah justement, en fait, ça rend très difficile de dépasser Voire ou de impossible. remplacer les cartes dont on parlait plus tôt, en fait. Ces cartes-là, Mhm. du Je- coup, ça veut dire que si tu peux pas faire de power creep, tu dois trouver une autre solution pour les gérer. Et donc, qu'est-ce que ça laisse comme solution concrètement, à part un ban? Et c'est ça le Bah, vrai pour problème. moi, bah, alors, oui et non. Parce que tu vois, en discutant, là, je me suis rendu compte que Crown of Seeds, même si c'est une carte qui est peut-être un petit peu maladroite, parce qu'elle est peut-être un peu trop puissante pour le jeu, est en fait une alternative extrêmement pertinente à Crown of Providence. Et en fait, je pense que c'est vers ce genre de choses qu'il faudrait qu'ils travaillent avant de vouloir ban des cartes, vers des alternatives suffisamment puissantes et pertinentes pour remplacer des gros staples génériques. Par exemple, en vrai, il ne s'est jamais posé la question pour Bravo de jouer autre chose que Tectonic Plating. C'est vrai. Parce que c'est juste trop bien en fait. Ouais, du coup, faut juste partir en fait dans ce cas-là, si on n'a pas le power creep, enfin le power creep n'est pas une solution et ban en soi ça créera beaucoup de frustration et c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être juste créer des alternatives spécifiques à certains cas. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, notamment je pense avec le Redback Shroud, où justement le Je fait que pense que ouais, l'objet puisse revenir, etc. Pour moi, c'est une alternative qu'ils ont tenté de créer en fait. je pense que ça et la trench sont effectivement des tentatives de, de variation de la tunique. Parce qu'en réalité, ils réinventent un peu la tunique. Enfin, euh, si la tunique était la roue, ils sont en train d'inventer tous les autres formats de roues pour chaque classe en vrai. Parce Ouais, que c'est ce qu'on disait un peu sur la review. Les, les slots d'équipement correspondent à des mécaniques de jeu particulières. Les bots vont toujours concerner la mobilité, donc on peut associer ça au point d'action. C'est pour ça que toutes les bots vont être autour, souvent, de donner go again, permettre de récupérer un point d'action, etc., etc. Les gants vont toujours être liés à la puissance, donc ça va être augmenter l'attaque des cartes, les rendre plus puissantes mécaniquement, etc., etc. Le torse va toujours donner des ressources, ou générer des ressources d'une certaine manière. Et le casque va toujours donner des informations. Donc ouais. New Horizon donne deux arsenals, Scubban Crosswrap regarde une carte du deck, Crown of Providence remplace une carte de la main par une autre, etc., etc. Le meilleur exemple étant Hope's Merchant's Hood qui permet littéralement de mulligan en la sacrifiant. Et du coup je pense que en fait ils vont dans le futur faire des cartes qui petit à petit vont remplacer leurs alternatives génériques. Mais Alors, la réalité, c'est que comme ils ne sortent que 4 éditions par an, et que toutes les classes ne sont pas affectées par toutes les éditions, ou pas au même niveau, je pense que ça va leur prendre un certain temps avant de proposer pour toutes les classes des alternatives qui seraient suffisamment pertinentes pour remplacer la tunique. Ou Crown of Providence, ou d'autres trucs, tu vois. alors,
Je suis d'accord, je pense que c'est un peu l'idée, mais ça marche très bien pour des équipements. Le Oui. problème, c'est Alors, que, quand c'est une carte comme Command and Conquer ou Strike que tu dois remplacer, bah, en fait, c'est un slot parmi, en moyenne, on va dire 60 slots mmh et du coup, ça va être très difficile de designer des cartes qui réussiront mieux à entrer dans ces slots-là sans être power creepé, enfin, sans être power crept. et du coup, la question qui se pose, c'est: est-ce qu'on veut vraiment faire mieux? Parce que en fait, en vrai, s'il n'est pas possible de faire mieux que Command& Conquer parce qu'on estime que la puissance de la carte est trop importante pour que faire mieux soit sain, pour le jeu, bah, vaut mieux faire d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Kira's Face et Amnesia. Ils ont fait des cartes qui sont extrêmement puissantes, d'une certaine manière presque plus puissantes que Command& Conquer, mais dans des cas si spécifiques et si précis qu'en fait, elles ne sont pas toujours aussi puissantes. Par exemple, Amnesia, je sais pas à quel point, Katsu, par exemple, préfère prendre un Command& Conquer au-dessus d'un Amnesia. Dans les 2 cas, il suffit de mettre 2 cartes devant et c'est bloqué, mais Amnesia est tellement plus lourd, tellement plus handicapant sur, son plan de jeu, qu'en vrai, ça aura parfois plus d'impact que CSC, qui, ça se trouve, peut être joué un tour où il y a pas d'arsenal, ou ce genre de choses, tu vois? Ouais. Du coup, je pense que ça rejoint un peu l'idée qu'il pourrait y avoir avec les équipements, qui est que faire autre chose serait la bonne solution. Mais le truc, c'est que, contrairement aux équipements, dans un deck de 60 cartes, la consistance et la densité seront souvent plus intéressants que la spécificité d'une carte. Et d'ailleurs, c'est tout le twist des équipements, c'est que comme on commence la partie avec, on n'a pas besoin d'en mettre 3 exemplaires dans son deck et son sideboard pour être sûr de l'avoir dans un match-up spécifique. C'est pour ça que c'est assez sain en vrai les équipements. Le souci de Command Conquer, c'est que bah, comme c'est dans les 80 cartes, enfin les 60 cartes de ton deck, s'il fallait les remplacer, quand même il existerait des cartes plus puissantes dans certains cas, en fait ça coûte tellement de slots en side qu'en fait, à quoi bon jouer autre chose quand Command Conquer existe? Et c'est le vrai souci de ce genre de carte, en fait. C'est ce que j'essayais de dire aussi quand je parlais de, bah, du coup, pourquoi, enfin, quand tu as un équipement, c'est facile à remplacer, comme Command and Conquer, bah, non. Donc, Et en je même temps, tu sais pas. vois, en même Après, temps, tu vois, quand je jouais Dromai, enfin quand je joue toujours Dromai de toute façon, pendant un moment je jouais pas Command Conquer parce ce que temps très lointain où je jouais avec Dromai je hier. jouais Dromai hier, ouais voilà. En vrai, pendant un moment je jouais Command Conquer dans le deck parce que le plus important pour moi était de pitcher 2 rouges pour générer 2 haches et présenter des points de dégâts. Donc en fait, Ouais, une des importances du pack était, enfin de la carte pour le pack, c'était ça fait des haches en gros. Et du coup, pendant un moment, j'avais remplacé les Command Conquer par des Miraging Métamorphes, qui du coup coûtaient 1, tapaient à 7, et que ça, ils avaient fantasme, mais ils avaient d'autres soucis, mais c'est un peu différent. Et en fait, comme le but de Command Conquer, c'était surtout de générer des haches à peu près à n'importe quel moment de la partie, puisque t'as pas besoin de conditions pour jouer la carte, contrairement aux ouais. dragons eux-mêmes, bah du coup c'était bien. Maintenant que j'ai mis Command Conquer parce que si ça peut gêner faille, let's go, tu vois. Ou les J'ai rangers failli. surtout, parce que sûrement les rangers ils aiment pas du tout Command Conquer. Mais, mais en vrai, je pense que la solution est là pour un joueur qui voudrait remplacer Command Conquer, c'est de se dire que fait Command Conquer dans mon deck. Alors parfois ça va être un peu tout, tu vois. Genre, Comment que fait ça, genre, Command Conquer? Il me prépare le café tous les matins, personnellement. ah bah ouais, bah moi aussi d'ailleurs, hein. C'est vraiment, il a le don d'ubiquité, il est chez toi et chez moi en même temps. C'est une très bonne Euh, carte. C'est très, très bien. Mais en fait, tu vois, en vrai, quand tu réfléchis, Command Conquer, c'est pas ouf, pour pitcher, normal, c'est une rouge. Pour défendre, ça dégoûte un peu, quand même ça défendrait très, très, très bien. Et en fait, c'est excellent Ouais, quand t'attaques. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a des cartes qui sont aussi bien quand t'attaques? Et en fait, ouais. là, du coup, se pose l'autre question, est-ce que la classe que tu joues a accès à des cartes aussi bien que Command Conquer? Et en fait, il est plutôt là le problème, tu vois. Il n'est pas lié à Command Conquer en soi, il est plutôt lié au fait que quand tu voudrais remplacer Command Conquer, tu te rends compte que tu n'as pas les mêmes armes que toutes les classes. Parce que par exemple, les illusionnistes
ont largement de quoi remplacer Command& Conquer. Ouais. Fantasmaclasme, c'est incroyable quand il s'agit de pourrir l'adversaire. Tu peux mettre des Miraging Métamorphes, tu peux taper très fort avec des cartes d'illusionniste. Tu as des trucs à faire en fait. Alors ce sera peut-être jamais aussi bien littéralement que Command& Conquer, mais si le but c'est de le remplacer, alors si ça fait ce qu'aurait fait Command& Conquer en un peu moins bien, bah de toute manière, si Command& Conquer est autant joué, c'est parce que c'est la meilleure en fait. Donc en la remplaçant, il faut admettre qu'on aura probablement des cartes moins efficaces. Moins efficaces dans tous les spots en fait. Mais se demander à quoi sert Command& Conquer, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est sain comme question parce que des fois ces cartes-là, on a un peu tendance à les mettre dans tous les decks sous prétexte que la carte est trop forte. Mais, euh, mais se demander pourquoi est-ce qu'on la joue, pourquoi est-ce qu'elle est là spécifiquement, est-ce qu'elle pourrait être remplacée, et si oui, par quoi, bah j'aime bien. Non, bah, Et je je trouve que pense que c'est le genre c'est... de Vas-y, vas-y, parce que j'arrête pas de je parler. trouve que c'est le genre de question justement qui, permet de se rendre compte que, en effet, des fois, on fait des choses par automatisme et qu'on peut remplacer certaines cartes, quoi. Enfin, la tunique, quand tu pourrais te dire: «Je vais la mettre à chaque fois», puis après tu fais: «Eh, je joue Dromai» et en fait non, du coup. Bah ouais, mais je La sais, Furnace, c'est tellement mieux. ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé à jouer Dromai, au tout début, quand le héros était assez récent, il y avait un Mmh. peu deux écoles. Il y avait vraiment des gens qui jouaient la tunique. Et qui étaient en mode Ouais. non, mais c'est bien, parce que je joue la tunique avec les Phantasmal Footsteps, c'est trop fort. Et en vrai, il y avait des arguments. C'était complètement recevable. C'était un plan de jeu qui était particulier, mais qui avait des avantages qu'avaient pas les Dromai actuels. Au bout d'un moment, la masse des joueurs s'est rendu compte que Furnace était peut-être plus pertinente dans plus de situations, et du coup, ils ont choisi Furnace. Mais en vrai, Tunic valait le coup, tu vois. Mais ce que j'aime bien, c'est que la question s'est posée, en fait. Et j'avoue, c'est un des trucs qui me plaît aussi avec Dromai. C'est que j'ai pas besoin de me rappeler que je suis censé mettre un compteur sur ma tunique. Rien n'a pété, ça. C'est un problème qu'a mon adversaire, mais jamais moi. C'est une Et belle en façon de vrai, voir les choses. Je trouve que c'est important. et en vrai, à quoi bon dépenser 200 € dans une tunique qui vous fera prendre des warnings parce que vous avez oublié votre compteur, quand on peut juste jouer Flamescale Furnace? Ou d'autres classes qui ont des équivalents, t'as compris. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, dit comme ça, en vrai. Voilà, oui, c'est ça la vraie solution. Faut tous jouer Flamescale Furnace, même si vous êtes pas illusionniste. Exactement. Enfin, Non, mais après, t'as en pas besoin vrai, d'être illusionniste pour jouer Furnace, il suffit d'être oui, draconique. c'est vrai, faut être draconique uniquement. Mais comprenez un petit Sharpie rouge, à la limite des coups de briquet sur le bord de la carte et c'est réglé, quoi. Ah, Non, tu peux mais c'est craft vrai, un mais du bravo coup, ça draconique là, let's go. oh, j'aimerais tellement, s'il te plaît. Mais en vrai, ça revient sur ce que tu disais, tu vois? Sur le fait que, en fait, pour le moment, c'est pour Dromai ou un personnage comme ça va être facile de remplacer la tunique. Pour d'autres joueurs, enfin pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que, Mmh. bah, tout le monde n'a pas accès à cet objet qui rentre aussi bien dans le plan de jeu et qui fait aussi bien le boulot, quoi. Mmh. Mais je pense qu'il faut laisser du temps au jeu pour ça. Ouais, J'ai quand même le sentiment que, les inquiétudes qu'on a sont issues d'un environnement de TCG qui est quand même particulièrement malsain. Parce que je crois qu'il n'y a aucun TCG qui peut se revendiquer que de ne jamais avoir power creep. Et alors il y a des TCG où c'est plus ou moins flagrant, il y a des époques du jeu où c'est plus ou moins flagrant, mais Yu-Gi-Oh! J'en ai toujours entendu parler. Hearthstone, récemment, c'est pire qu'avant. oui, non, mais alors Magic, là, ça a été scandaleux il y a 1 an et quelques. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Quoique ce soit toujours un peu la fête à la saucisse. Dragon Ball Super, n'en parlons pas. Euh, du coup, en vrai, il est bien notre jeu, hein. Franchement, Fashion Bud, pas tant de power creep que ça, hein. non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, oui, c'est un fait dont on a parlé dans le on a parlé dans le pré-show, j'ai envie de dire, mais on n'a pas parlé là, pour les gens et je pense que c'est aussi un point qui est important à signaler. C'est que, Flesh and Blood aussi est obligé de s'assurer de cet équilibre interne à cause du fait que le jeu n'a pas de rotation. Bah ouais, et en fait, c'est pour ça qu'il est comparable à Yu-Gi en vrai. Parce que Ouais. Yu-Gi-Oh! Même idée, tu as un seul format, tu as une banlist longue comme le bras, et en fait, c'est avec ça qu'ils régulent. C'est avec, Mmh. ils power creep comme des cochons parce qu'il faut vendre des cartes, puis c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Et du coup, dès qu'un truc est trop fort, ils le bannent. Enfin non, ils attendent que ça pourrisse la méta pendant 3 mois et ensuite ils le bannent.
Heu, mais du coup, hem, en fait, je pense que c'est un problème qui va se poser à LSS quand ils seront un peu dans une impasse. Je pense que ce sera, soit une erreur de leur part, soit, ils ouvriront les yeux et se rendront compte que, des cartes comme la Tunique, Command and Conquer, E-Strike et tout, sont des cartes qui, sont trop fortes. Mais aussi, tu vois, ces cartes-là dont on parle, c'est pas des cartes où c'est marqué dessus qu'elles sont super fortes. En Ouais. fait, elles sont super fortes par contraste par rapport aux autres cartes. C'est qu'en fait, Command Conquer, la carte est exceptionnelle parce que tu n'as dans le jeu aucune autre carte qui tape à 6 pour 2, bloque 3, avec un on-hit pertinent et un petit effet supplémentaire. Oui, c'est vrai que dit comme ça, en même temps, ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Ben oui, mais ça fait beaucoup de choses. Mais en réalité, Amnesia tape à 6 pour 2, avec un on-hit pertinent, bloque 3, mais n'a pas la ligne supplémentaire. Et le C'est on-hit vrai. est pas si pertinent que ça. Erase Face, coûte 2, tape à 6, bloque 2, a un on-hit assez souvent pertinent, mais n'a pas la petite ligne supplémentaire. Et en fait, du coup, Command and Conquer, en soi, est pas une carte qui. En fait, c'est pas des. En gros, mon raisonnement, c'est pas des cartes comme genre Codex of Frailty ou Channel Moon Theroic ou d'autres, où vraiment, genre, tu lis la carte et tu fais ah, ça fait des dingueries, ça quand même, hein. Parce que Command and Conquer, soyons honnêtes, on se fait chier, hein. Genre, la carte, Ouais, c'est ça. on s'emmerde. C'est L'élu est pas exceptionnel, les stats sont complètement overrate, mais c'est pas marqué sur la carte, quoi. Parce que c'est pas ouais, très ça, impressionnant. faut y réfléchir, en fait, hein, pour comprendre la puissance du truc, en fait. C'est ça. Et c'est un peu la même chose avec E-Strike. Et même E-Strike, ce qui est très amusant, c'est que la carte, au début, quand j'ai commencé à jouer, je comprenais pas pourquoi E-Strike c'était fort. Parce que j'étais en mode, il faut enlever une carte de sa main, ça pue la merde. C'est quoi cette carte à zéro qui en fait coûte une carte là? Oh, on m'a menti. Il est bizarre ce jeu. Ça me fait un peu penser aux gens qui ont échangé des fetch contre des dragons Shivan, sous prétexte que le fetch faisait perdre un point de vie tard l'époque à Magic. Un peu le même raisonnement. Et du coup, quand tu lis E-Strike, en fait, il n'y a pas ce. C'est pas marqué sur la carte que la Oui, carte est au-dessus de tout, en fait. bah, moi, j'avoue, quand j'ai commencé le jeu, j'ai sorti un deck Oldhim, qui était le deck, que j'avais trouvé, enfin, c'était, je pense que ça devait être c'était le deck de Matt Rogers à l'époque, je crois. Oui, c'est fort probable. Moi, c'est ça, moi, c'était un deck de Matt Rogers, du coup, en plus, c'était un deck, très aggro, machin. Il y avait E-Strike dedans. J'étais en mode: «OK, enfin, cette carte existe». Je la trouvais Je, vaguement je la efficace, mais je remplacerai. comprenais ouais, ça, je trouvais pas j'étais en mode: «Je trouve pas l'impact», tu vois? Et après, genre, j'ai commencé à parler avec des gens, j'ai fait genre: «D'accord, pardon. Pardon, Ah monsieur oui, le ah jeu, oui, quoi». en fait c'est bien. En fait, c'est Ouais, pas c'est mal, ça. ouais. Et en fait, je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est des cartes qui. Moi, ça me ferait mal au cœur en vrai qu'elles soient bannies parce que elles ont, par leur importance, mais par leur force aussi, du coup, Ouais. elles représentent un peu l'identité du jeu en vrai. Genre, comme c'est des mythiques, elles coûtent cher et elles sont souvent un petit peu mieux, mais je mets un peu Scar for Oscar dans la même catégorie, Think Below aussi. Snatch aussi. En fait, c'est des cartes qui. Alors, les trois dernières que j'ai citées sont moins fortes quand même. Mais elles ont un peu ce côté, genre, universalement bonnes. Elles sont là depuis toujours. Tu les vois souvent. C'est pas des cartes qui quittent la méta. Et en vrai, ça, moi, je trouve ça exceptionnel. Le fait que, au bout de 9 éditions ou 8 éditions, on soit toujours en mode est-ce que c'est vraiment mieux que Think Below, une des cartes de la première édition du jeu? Moi, je trouve ça trop cool. Genre, c'est trop bien. Enfin, c'est comme si il y en a un peu à Magic, mais je trouve ça fou des fois qu'on se dise, mais en fait, il n'y a pas mieux que la première version de la carte. On va jouer la première, en fait. C'est Du vrai coup, que c'est c'est cool. super cool. Moi, j'aime bien le concept, hein, de se dire: «Il y a des cartes comme ça qui datent et qui sont toujours trop bien», et c'est vraiment cool. C'est juste que, bah, en effet, là, on se retrouve à se poser cette question de: «Oui, mais du coup, comment on peut ne pas, pénaliser les gens qui jouent, depuis longtemps?» et des trucs comme ça, quoi. Enfin, comment ne pas faire que ces cartes-là soient trop fumées aussi, comment on peut designer des choses qui vont être équilibrées par rapport à ça? C'est toujours ça, les Bah, questions. ils ont admis que sur Tales of Aria, l'équipe de test était un peu légère. Pareil sur Everfest. Ça, c'est vrai. Je pense que après ces deux erreurs, qu'ils ont eux-mêmes appelées des erreurs, hein, je pense qu'on n'est pas prêt de voir se reproduire un Starvo, tu vois.
Non. ce qui est plutôt rassurant. D'ailleurs, je suis toujours déçu qu'on ait le retour de Shane et de Prism, mais pas suite, de Bravo. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais pas, attends. Alors, bon, c'est très peu probable, mais il va y avoir Dorinthea dans Dusk Till Dawn. Enfin non, on n'en Ça, je sait savais pas. rien, mais Ouais, bah, ça en fait, serait il pas y a ça serait pas déconnant. petit, point actualité, ils ont annoncé plein de grands prix de Calling et de Battle Hardnet et pour chacun de ces événements, ils y ont associé une image, une illustration de, la prochaine édition, du coup, Dusk Till Dawn. Du coup, on a, Solana qui est entouré de volutes violettes, comme s'il se faisait attaquer par, les forces Shadow. On a, Prism qui semble se transformer en ange devant Shyana. On a, Dorinthea auréolée de lumière, qui descend des cieux. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Du coup, ça laisse présager une Dorinthea Light, comme, le laissait supposer, son lore. Et du coup, on n'est pas à l'abri d'un Bravo qui vient montrer le bout de son nez, mais comme Bravo et Daria, ça m'étonnerait quand même. Bravo et Daria, il est très ancré dans le lore Daria depuis longtemps en plus, donc Ah ouais, enfin ça m'étonne puis pas. sa création quoi, Mhm. donc ça va être difficile à mon avis d'avoir un Bravo avant une extension Aria. Ouais, ou alors un supplémental comme Everfest. C'est ça, un supplémental, Qui était sur bah, Aria de toute manière, qui donc ferait revenir des élémentaires d'ailleurs, des cartes ah élémentaires et ça ouais, j'aimerais bien revoir de oh l'élémentaire le un peu. rêve. Moi Ah c'est tu mon vois, kiff à pour moi. moi, mon dernier point, ce sera que, la solution aux cartes un peu trop fortes comme, E-Strike, Sensei, Tunic et tout, c'est, de faire des cartes suffisamment puissantes pour qu'un joueur ait envie de les jouer, mais suffisamment contraignantes pour qu'elles soient pas aussi universelles que le sont les équivalents génériques. Je suis d'accord. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Même à juste avoir des contraintes comme des talents spécifiques, des classes spécifiques, des Je pense situations que qui font que c'est plus ou moins intéressant à tel moment. Des cartes qui forcent un peu la prise de décision, parce que la mmh, crown, au final, les gens disent c'est toujours, par bah c'est défaut, hein. facile, hein. Paye un, tu crown, mais en vrai, il y a plein de moments où tu dis, bah en fait, mon arsenal, je vais peut-être avoir envie de le conserver. Mmh, Il y a des réflexions du coup, bah, où au contraire tu te dis, bah en fait, je sais que ce que je vais mettre en arsenal, c'est quelque chose que je dois dégager, mais du coup, comment je joue mon tour pour avoir une carte en arsenal dont je veux pas. Enfin, mmh, je vais pas faire genre, oulala, ouf, c'est du calcul à la cano, ça, ouf, c'est technique. Et en soi, ça ouvre des options de jeu intéressantes. Et moi, c'est ce que j'aimerais bien mmh, voir aussi dans ces cartes qui remplaceraient ces staples, ce serait d'avoir des cartes qui permettent de pas juste d'être, intéressante niveau design et cetera, mais juste de dire: «En fait, cette carte-là, elle va être intéressante parce qu'elle ouvre un plan de jeu ou un gameplay qu'on mmh. pouvait pas forcément ou une option de jeu qu'on n'avait pas forcément avant». Moi, je pense à la Crown et au fait que ça aide beaucoup au pitch stacking évidemment et Mais aussi que des c'est rentabilisé par le bouclier et cetera et cetera. Il y a ouais, une voilà. avec Peut-être ce que avec des tu dis, il y a synergies, aussi, des machins, des choses comme ça. ouais, je pense que c'est une question d'environnement aussi, heu Mmh. et en fait, on a un peu vu ça avec quand ils ont spoilé le Sense-Core Great Bow sur Dynasty. On s'est tous dit, «Qu'est-ce que c'est que cet arc de merde?» Et puis là, avec les Aim Counter, on a fait: «Ah, c'est pas mal en fait». Ça remplace pas des dealers évidemment, mais on est en mode: «Ah vas-y, en fait, il y a des trucs à faire». Et moi, c'est ça que j'aimerais bien. C'est genre, soit des légendaires qui se révèlent être pertinentes dans le futur parce que sortent des cartes qui vont avec, soit des cartes qui, dans le futur, sortent et légitiment des stratégies qui n'existaient pas forcément avant, tout en étant, contraignantes parce qu'elles sont liées à un talent, liées à un héros, ce genre de choses. Elle remplace ou justement, bah, en soi, le fait qu'elle remplace, quelque chose qui est intéressant, bah, déjà ça. Genre avoir, l'arc, le sense core qui remplace des dealers, bon, on sait que du coup ça tient pas sur la durée, mais on sait que c'était une contrainte déjà super intéressante. Mmh. Si, sense core avait été plus impactant dans ce qu'il y donnait en échange, c'était super intéressant. Forcer les joueurs à faire des choix, en fait. Ouais. Et en soi, c'est ce qui est bien, c'est qu'on se dit: «Oui, ça force à faire des choix», mais si c'est des choix qui peuvent impacter le jeu de la bonne façon quand tu es en partie. Par exemple, tu dis: «Oui, mais du Ouais. coup, si en sidant ça contre dans tel match-up, je peux faire telle chose», ça rend le jeu tellement plus profond et plus intéressant. Donc peut-être que c'est vraiment là la différence. Enfin, c'est peut-être là l'option, qui plairait à tout le monde au final.
et qui Ouais, je suis satisferait les d'accord. joueurs. Ouais, on est d'accord. Il faut pas power Ouais, creep. faut pas power creep, faut pas power Mais creep, faut explorer des options. ouais, il y a pas de terme en anglais pour ça, là. Non, bah, non parce que Il y a pas il y a la pas plus il y a pas de il y a pas de TCG qui a fait des trucs comme ça. Enfin si, ils le font, mais on se souvient surtout du fait que les TCG power creep avant de se souvenir du fait qu'ils innovent, donc ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai d'autres jeux en tête où au final, tu regardes, à part, quelques decks qui sortent de temps en temps, tu te rends compte que ton deck, il peut tenir sur 4 ou 5 extensions jusqu'à la rotation et tu fais: «Bon, bah, en fait, ça prouve que le mmh niveau est pas si power creepé et qu'au final, tu as juste des nouvelles options de jeu, quoi». ouais. Et c'est vrai que les jeux qui power creep, ça on en entend beaucoup parler, évidemment, quand même moi, quand je regarde, certaines cartes Magic que j'avais. Bon, après, ce qui est marrant avec Magic, c'est que ça power creep, mais à côté, ils avaient aussi des trucs extrêmement fumés avec les anciennes cartes, donc Ouais. Ouais, ouais, clairement. c'est un peu hybride Magic. C'est que ça power creep certaines cartes et il y en a d'autres qui étaient déjà insane depuis le début. Oui. Ah, les cartes Insane, elles sont bannies, mais ça, c'est autre chose. Mmh. Ouais, mais voilà, mais comme on disait, nous, c'est aussi enfin, si on veut résumer, c'est on aimerait bien qu'il y ait pas de power creep, mais on aimerait bien aussi qu'il y ait pas de ban. On veut des Oui, alternatives. oui, des Parce que oui, alternatives, c'est exactement le ça. ban le ban, c'est une solution de facilité. Moi, je considère un peu ça comme un échec, des fois. Ouais, Quand moi, un jeu je est trouve obligé de bannir une carte, c'est mmh, que ça leur a échappé ou qu'ils veulent éviter des interactions qu'ils jugent, nocives. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve assez sain avec LSS, c'est que quand ils bannent des trucs, sauf dans le cas où c'est vraiment trop puissant, et qu'ils s'en sont rendus compte, c'est parce qu'ils ont un plan derrière la tête. Genre quand ils ont dit par exemple, heu, ah oui ça, ils ont banni quelle carte on a oublié? De ninja? elle Ah oui, le les gants là, j'allais dire les punaise. gants, ouais, c'était ça. Mais je sais même plus comment il s'appelle, c'est fou, Light, il me attends, c'est je pas vais les chercher Stubby? le terme. Si, Stubby, exactement. Quand, Alors ils ont annoncé alors Outsiders. faut savoir que je suis le seul joueur contrôle dans les 3 là et c'est moi qui ai fait Ouais, maintenant. non mais bon, ouais, c'est bon, wesh, il flex là. Ah bah, la seule Et fois du où je peux coup flex sur vous, j'en profite, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, quand ils avaient annoncé Uprising, qu'ils avaient dit, bah, de manière préventive, les Stubby Hammers seront bannis le jour de la sortie, bah, j'adore moi. Je trouve ça trop cool en fait. Déjà parce que ça Ah non tease, mais ce qui va se passer et ensuite parce que, ça veut dire qu'ils se sont en fait, ils ont pas attendu de voir qu'une interaction évidente serait complètement fumée. Ils ont mmh. fait: «On ne veut pas que le jeu ressemble à ça, on va donc la bannir de manière préventive». Oh ça, on sait que ça va être fumé quand ça existera, donc on va le ban tout de suite. Mmh, exactement. Non mais ça, c'est bien aussi. Mais après, bon, moi, j'aime pas les bans en général parce que, moi j'ai en fait, c'est que moi j'ai un point de vue un peu différent sur les bans, des joueurs compétitifs. C'est que Ou vu qu'en ce moment j'ai moins le temps de jouer, donc je suis pas compétitif, les bans ont plus tendance à me punir sur le fait que j'ai envie d'acheter un deck et Oui. genre j'ai fait 2 games avec le deck et tout d'un coup il y a des cartes que je voulais jouer qui ont été bannies et du coup je suis en mode: «Ah, bah, Ah! du coup fait chier, Ah ouais, c je dois racheter un deck ou en tout cas acheter des remplacements». Mais si, les cartes qui ont été ban, c'est des cartes chères, bah, déjà tu es un peu en Mmh mode: mh. Heu, Donc après oui. voilà, c'est un autre débat, mais c'est pour ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas les bans et pourquoi je sais que les gens n'aiment pas forcément les bans, en dehors Mmh mh. de du constat d'échec, même si il y a des moments où les bans sont obligatoires juste pour le design space, en fait. C'est que Ouais. si tu bannes pas certaines cartes qui peuvent être, bah, justement peut-être venir d'un choix de design un peu douteux à une époque, d'un manque d'équilibrage ou juste quelque chose qui marchait très, très bien dans une certaine extension, mais qui, si tu rajoutes certaines mécaniques, bah, du coup, casse tout. Mmh Bah, mh. dans ces cas-là, et je pense que c'est le Stubby fait plutôt partie de ce cas-là, de ça marchait très bien avant, puis après on a Monsieur Faye qui a existé, et à partir de là, on pouvait plus se permettre d'avoir ce genre de carte qui existait. Mmh Hem mh. et du coup, je pense que ce genre de ban-là, je peux parfaitement les comprendre. Enfin, que ce soit d'un point de vue juste pour la santé d'un jeu et parce que justement là, c'est pas un échec de design, c'est juste de dire: «Bah, en fait, si on laisse cette carte-là dans le jeu, on a toute une partie du jeu qu'on veut pas explorer». Donc Ouais. on est obligé de dire que cette carte-là ne peut plus exister, Mmh. mais il faut que ces bans soient anticipés.
et comme on peut toujours reprendre l'exemple de Stubby, c'est ce qui a été fait pour ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ont designé l'extension en se disant: «On va ban ça, donc on va explorer dans cette direction-là, donc on va donner des options qui remplacent cette carte». Mmh. J'aime pas, les bans qui te laissent pas de vraie alternative, Ouais. notamment, et je pense que c'est un peu le souci qu'on aurait avec une tunique ou avec, un ban de tunique. Un ban de CNC, il y aurait des alternatives. Un ban de tunique, je pense qu'il y a plusieurs héros qui seraient un peu en mode: «Ah ouais, mais du coup, on joue Oui, quoi là? Urgh, ouais. urgh». Peut-être pour ça qu'ils attendent avant de d'interagir avec, hein. Moi, je suis juste en train de Ouais. réfléchir, enfin, toujours dans mon optique de joueur gros marteau, Holdim, il a des alternatives, mais j'avoue, tu les regardes, tu es genre: Ah! «Ah, Ah! urgh». Ouais, ouais. Alors parce que les alternatives de Holdim, ça va être quoi? Ça va être Earthflower Bounty, Tectonic et Art of Ice? Non, c'est tectonique. C'est surtout tectonique. Oui, c'est ça, non, mais je donne les 3 options qui existent. Genre pour moi, c'est les 3 options Mmh. qui existent, mais du coup, c'est Tectonic, tu regardes, tu es genre: «Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr là? Vous êtes vraiment sûr?» Bah, du coup, je vais jouer Bravo, du coup, parce que lui, il est fait pour. Mmh. Et donc c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être juste ça, en fait. C'est peut-être juste qu'ils se disent: «Bah, en fait, ces cartes-là, comme tu disais, hein, on sent qu'ils sont en train d'essayer de créer des alternatives avec ces cartes, la carte Ranger, la carte Assassin». Peut-être qu'ils attendent de réussir à créer l'alternative dans chaque classe avant de se lancer. Mmh. Et dans ce cas-là, il va falloir quelques années, quoi. Parce qu'avec le rythme Clairement, des clairement. extensions, et oui, Clairement. peut-être que là, peut-être que ce qui va se passer là, peut-être que ce qui va se passer dans la prochaine extension, c'est qu'on va avoir un torse illusionniste qui remplace, qui crée une ressource pour, enfin, ou un torse light qui crée une ressource en échange de telle chose, un torse shadow qui crée une ressource en échange de telle chose, qu'après c'est une extension justement, bah, vu que là on peut imaginer qu'ils vont faire une extension où il y aura un gardien parce qu'on risque d'avoir le retour d'un Bravo élémentaire, parce que ça fait longtemps et que, de toute façon ils ont dit qu'il reviendrait, et là on peut imaginer que s'il y a eu Shane et Prism qui reviennent, c'est que Bravo peut revenir dans celle d'après. Donc peut-être que là ils vont nous refaire un truc, une tunique light pour les gardiens et pour peut-être, je sais pas quelle autre classe, peut-être pour Warrior ou un truc comme ça en même temps. Bah, peut-être Mmh. qu'en fait, on va avoir le droit à chaque extension, on va avoir le droit à un ou 2 torses, dans la thématique de l'extension, Mmh. et jusqu'à ce que, bah, du coup, la tunique soit obsolète. Oui, Mais ce serait très long. ouais. Il faut leur laisser du temps, c'est pour ça. Mmh. Mais de toute façon, après, les LSS nous ont prouvé qu'ils pensaient sur la durée et qu'ils savaient, faire les choses dans le temps, donc encore une fois, on tire Exactement. confiance. Oui. On parle de mon deck. J'allais dire, je pense Ouais. on a bien parlé du sujet principal et on peut donc parler de ton deck. On est Oui. toujours dans ta thématique de: je présente des decks de blitz, enfin, tu présentes des decks de blitz et comment les améliorer. Enfin, des decks Oui. précon que tu permets d'améliorer. Sauf que cette fois, tu as décidé de prendre un deck, bah, de saison, on va dire. Ouais. Alors, j'avais entamé la série en améliorant les decks, de History Pack 1, les decks de Blitz qu'ils ont fait pour introduire les nouveaux joueurs, et je me suis dit que en vrai, pourquoi s'arrêter au deck d'HP1? Heu, Outsiders nous a amené 6 decks préconstruits supplémentaires, qui sont en plus des héros différents de ceux d'HP1, donc bah, je vais passer dessus. On va faire Let's des trucs un go. peu stylés. Voilà. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à Usuri parce que je l'ai joué un petit peu en construit et je me suis rendu compte de ce qu'on voulait exactement faire avec le héros. Du coup, la version que je vous présente, la version upgraded, c'est une version qui n'utilise que des rares et des communes, normalement. Je crois que j'ai pas fait d'erreur en plus. Donc, c'est une version qui est beaucoup plus accessible que si j'avais inclus les Majestics et autres dingueries comme ça. Mais il est fort probable que ce soit une version qui fonctionne suffisamment bien pour que vous puissiez l'emmener à une armory, par exemple, et vous n'allez pas perdre 3 parties sur 3. Vous devriez pouvoir faire C'est des une bonne choses idée. parce que, en réalité, les assassins ont tellement peu de cartes qu'en vrai, ils jouent déjà quand même un sacré paquet de communes. Donc ça va. Le plan de jeu d'Usuri, c'est d'utiliser correctement sa capacité, mais aussi d'avoir des mains qui, sans sa capacité, sont pertinentes. Je m'explique. Quand on y réfléchit, Usuri, elle a envie de bloquer avec 2 cartes
et de jouer ces 2 autres cartes, soit en pitchant l'une pour jouer l'autre, soit en jouant une furtivité et en la remplaçant par un autre truc. Et le souci, c'est si la carte qu'on a jouée a poussé l'adversaire à défendre avec quasiment toute sa main, bah en fait, on se retrouve dans une situation où bah en fait, on fait rien avec toutes les cartes qu'on a en main parce qu'on n'a pas de go again ou ce genre de choses. Du coup, le deck a inclus un certain nombre de cartes que nous aimerions bien avoir dans les cas où on se retrouverait avec plus de 2 cartes en main. Donc vous avez des Ravenous Rabble, vous avez des Scar for a Scar, vous avez des bonnes cartes à Arsenal, que seront les Shred, les Plunder Run, Oasis Respite, Think Below. On a quelques attaques réactions qui permettront de tricks un petit peu. Et on a à côté de ça des cartes avec furtivité et des on-hit qu'on a bien envie de mettre en jeu. Donc malheureusement, je pense que c'est là que manquera le plus de cartes. C'est que les grosses cartes qu'on voudrait mettre en jeu avec Usuri sont souvent des Majestic. Donc on en a parlé pendant tout l'épisode, mais comment le conquérir, c'est bien dans ce deck. Parce que bah, on a envie de la mettre en jeu avec Et Usuri. la carte avec dont tout le monde parlait quand le Zuri est sorti, de toute façon. Oui, bah C'est bien sûr. Multi Commanded Conquer, là. Aïe aïe aïe. Mais du coup, je les ai remplacés par des cartes qui sont pas aussi bien. Mais du coup, comme le deck veut un petit peu moins le faire, en fait, c'est pas très grave. Donc, cut down to size, dans le cas où l'adversaire a vraiment décidé de pas bloquer, ça le force à enlever une carte de sa main. Death Touch, ça met des jetons. Et c'est fort, les jetons. Ah, de ouf. Et Humble, ça peut, en blitz, en vrai, annihiler certains héros. Donc j'ai choisi de la mettre. Dans la version définitive du deck, je suis pas sûr que ça reste. Mais en attendant, c'est une bonne alternative. De toute manière, partez du principe que si votre attaque tape à 6, idéalement bloc 3, et a un effet on-hit, ça peut remplacer Humble. Parce que c'est pas trop mal à mettre sur Usuri. Voilà. Et la meilleure carte avec furtivité du deck, c'est Isolate, ou Isolé en français, puisque c'est celle qui a Dominate, qui va du coup empêcher l'adversaire, quoi qu'il arrive, de bloquer avec 2 cartes de sa main à 6 pour bloquer de manière préventive la carte que vous mettriez à la place d'Isolate. Donc considérez que Isolate fera toujours toucher la carte d'après, sauf si votre adversaire a des défenses réactions ou ce genre de choses. Voilà. Au niveau de l'équipement, j'ai mis comme d'habitude de l'arcane barrière et du spell void en side. Et pour l'équipement de base, nous avons les Spider's Bite, parce que malheureusement les alternatives à Spider's Bite, les autres dagues sont des Majestic et elles sont encore un petit peu chères. Du coup je me suis dit qu'elles n'étaient pas nécessaires. Les bots c'est Snapdragon Scalers, parce que comme je disais ça permet de d'étendre un petit peu vos tours, en donnant Go Again à des attaques avec furtivité par exemple, ce genre de choses. Blossom of Spring permet de générer une ressource dans le cas où vous auriez désespérément besoin d'une ressource, par exemple pour jouer une attaque réaction ou pour pitcher une rouge pour jouer une carte à 2. Goliath Gauntlet, dans le cas où vous joueriez une carte à 2, vous permet de la booster. Et le masque, bah, il bloque 1. Du coup, c'est mieux que Iron Rot. Mais à considérer qu'il bloque 1, quoi. Voilà. Sa capacité, je l'ai mis là parce que c'était la meilleure, mais je suis pas sûr qu'on l'active beaucoup. Il a le Voilà. mérite d'exister, c'est important. Ah bah gagner un point de vie c'est fort, hein. Ouais, C'est ouais, pour bah ça que surtout en blitz, les hein. équipements qui bloquent, c'est pas mal. Et du coup on peut J'apprends passer de aux base en blitz. cartes qui vous permettraient d'upgrade ce deck de manière significative. Alors ce qui est trop bien c'est que la première ligne c'est plein de légendaires. C'est littéralement 4 légendaires d'un coup. Parce qu'en fait, Un point et 4, il y en a 2 dont on a parlé aujourd'hui. Ça veut tout dire. ouais, en fait les assassins, ils ont un défaut en ce moment, c'est que les héros assassins étant très récents, eh ben, en fait ils utilisent beaucoup de cartes génériques. Parce qu'en fait, C'est ça. ils n'ont pas dans leur attirail de classe des cartes suffisamment puissantes pour remplacer les cartes génériques. Du coup, naturellement, le meilleur torse, c'est la tunique, le meilleur casque, c'est Crown of Providence, et voilà quoi. Ceci étant, j'ai mis en side, comme d'habitude, la Arcanite Skullcap, parce qu'en fait, elle va une bonne alternative à Crown of Providence. Et le Redback Shroud est vraiment bien, je pense, en Blitz, parce que une partie de Blitz va rarement durer beaucoup plus que 3 tours. Mm. Vous pouvez ajuster un petit peu la liste du deck pour inclure des Razor Reflex par exemple, qui avec les Spike of Bloodrot rendraient le Redback Shroud beaucoup plus pertinent. Et vous pourrez toujours bloquer un point de dégâts avec, puisque vous n'avez pas, comme ça à Battle Worn, vous allez pouvoir bloquer et récupérer une ressource.
Donc c'est pas déconnant du tout de jouer Redback Shroud à la place de la tunique. Et je pense qu'en blitz, c'est même plus pertinent qu'en construit. Du coup, en parlant de silver qui irait avec Redback Shroud, parmi les cartes que vous pourriez acquérir pour améliorer le deck, qui ont des unhits très pertinents, il existe Leave No Witnesses, qui est une sorte de Command and Conquer, et Surgical Extraction. Alors malheureusement, Surgical Extraction, ça coûte super cher pour rien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'attendre que Dusk Till Dawn sorte, puisque LSS a annoncé que l'erreur qu'ils ont fait sur Dynasty, qui était d'avoir short print par inadvertance Surgical Extraction, sera Ah, mais oui. compensée par Dusk Till Dawn, puisqu'il sera possible d'ouvrir dans Dusk Till Dawn des Surgical Extraction, exactement comme celle de Dynasty, qui du coup viendront compléter. Comprenez, ils ont imprimé moitié moins de cartes qu'ils voulaient imprimer de Surgical Extraction. Du coup, ils impriment l'autre moitié qu'ils n'ont pas encore imprimé. Donc le marché devrait se remplir de Surgical Extraction et donc le prix de la carte devrait très probablement baisser. Dans le genre carte, vraiment pas mal à mettre en jeu sur Usuri, il y a évidemment Command and Conquer, mais je n'ai plus besoin de la présenter. Voilà. Mais il y a surtout Shakedown. Alors je suis un peu déçu parce que en début de semaine, Shakedown c'était très accessible. C'était 3-4 euros, personne voulait le jouer, machin et tout. Il y a un joueur qui a eu la mauvaise idée de jouer correctement le héros et d'avoir montré que c'était fort, et d'un coup, pouf, la carte est à 15 Aïe, balles. aïe, aïe. Du coup, bah, si vous avez des checkdowns, tant mieux. Sinon, bah, dommage. Et je vous conseille de les acquérir parce que la carte est trop bien dans le deck. Voilà. Ça fait Surgical Extraction, mais en mieux parce que t'as pas 6, donc c'est trop bien. Évidemment, dans le genre carte chère qui est splashy et tout, Codex of Frailty, bah, j'ai pas besoin Ah d'expliquer bah, pourquoi c'est super fort dans le deck, hein, vraiment. Vous jouez des Death Touch, donc Codex of Frailty c'est bien, voilà. Et pas besoin d'aller plus loin. J'ai mis Plague Hive parce que c'est pas déconnant de la jouer. Si vous en avez une qui traîne, c'est marrant. Ceci dit, je vous conseillerais pas de l'acheter. Euh, Ça n'est probablement pas très utile en blitz, surtout. Vous pouvez mettre des bonnes grosses cartes bien chères comme Command Conquer et E-Strike qui amélioreront la qualité de votre deck parce que, comme j'ai dit, les cartes le pool assassin est un petit peu maigre en ce moment, mais je pense pas qu'elle soit requise. Euh, les derniers trucs en vrai, enfin, si je devais comme à chaque fois faire un ordre de priorité pour les cartes, je vous conseillerais d'abord d'acheter Shakedown parce que c'est une carte qui donne beaucoup d'identité au deck. Donc pour jouer Usuri, il faut jouer sa spé quoi. Enfin, plutôt cool. c'est toujours cool, c'est toujours cool d'intégrer l'SP au deck, hein. Et Moi, puis elle est j'étais très forte. content quand j'ai vu Et puis qu'Endless elle est. Winter, ça revenait chez Oldhim, tu vois. Ah ouais, puis qu'est-ce qu'elle est forte, Shakedown. Chiche. Ouais. Codex of Reality, c'est très très bien. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est super. Et puis sinon, mais ça c'est un avis plus global. Acheter les staples ne sera jamais une mauvaise chose. Si vous avez le choix entre beaucoup de cartes que vous jouerez jamais et 3 cartes que vous jouerez dans tous vos decks, bah en fait achetez les cartes que vous jouerez dans tous vos decks, donc E-Strike, Command Conquer, la tunique, Crown, ce genre de choses. J'ai aussi mis en carte pour améliorer Flick Knives, qui est les meilleurs gants à la disposition des assassins, et Black Tech Whisperer, qui est une excellente alternative, mais pas forcément fondamentalement mieux que Snapdragon Scalers. Et j'ai mis les 3 dagues pour varier avec les Spider's Bite. Euh, voilà. Vous pourrez les trouver, mais juste j'ai trouvé un petit peu cher pour la version budget, donc j'ai choisi de les mettre. Elles sont pas requises. Voilà. Comme d'habitude, ces deux listes seront dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai tous les efforts du monde pour répondre et on me retransmettra les questions s'il y en a. Voilà. Classique. Et, euh, et attendez-vous à ce que la semaine prochaine je fasse d'autres héros. Je vais probablement continuer les héros de Blitz de Outsiders. Euh, les seuls héros de HP1 que je n'ai pas fait, c'est Viserai et Kano. Mais Kano, j'ai juste pas eu le courage. Et Viserai, il faudrait que j'en fasse une version construite. Du coup, ça prendra probablement un petit peu plus de temps. Alors que les héros d'Outsiders, en ce moment, je les joue en limité. Du coup, je vois comment ça marche et j'ai une idée de ce qu'il faut faire avec. Du Puis coup, je c'est pense que je prends thématique, c'est ça. cool. C'est vrai que c'est thématique en plus. C'est la saison Outsiders, donc on reste dans le thème. Voilà. Oh, bah, merci beaucoup. Pas C'est de rien, ça intéressant. régale. Bah ouais. Bah, et du coup, on va s'arrêter là, les amis, hein. Moi, je pense que c'est
Vu qu'on n'a pas les ressources habituelles, on n'a pas tout le monde pour discuter et Nous n'avons pas la viennoiserie. Oh, je vais l'appeler tout le temps comme ça maintenant. bah, c'est obligé maintenant, c'est plus le Ah ouais, bah C'est ouais. la viennoiserie, hein. Je vais le renommer partout. Je vais l'appeler la viennoiserie. Let's go. Tu vas adorer. Mon rêve, ce serait que, genre, la commu parisienne se mette à l'appeler la viennoiserie, et qu'ils mettent du temps avant de comprendre que c'est moi qui ai lancé le truc. Ça, ce serait vraiment mon rêve. Vraiment que tout le monde se mette à l'appeler la viennoiserie, là. Ah, let's go. Bon. En même temps, c'est que tu as commencé à l'appeler comme ça dans les vidéos, donc c'est bon, les gens vont commencer à l'appeler comme ça grâce aux vidéos. Oui, exactement. C'est pas du tout parce que tu vas lancer et appeler comme ça dès le début. Non. En tout cas, merci tout le monde de nous suivre bah, toutes les semaines, toujours plus nombreux, toujours plus au taquet. Oui. Bon courage à ceux qui sont en skirmish ce week-end, parce que l'épisode sort dimanche et il y a des skirmish aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que vous Oui. y êtes aussi, hein, le reste de l'équipe. Ah ouais, 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 j'en fais 2, moi je charbonne, moi. Rien ne m'arrête. C'est ça. Les gens, ils sont on fire dans le groupe là, let's go. Mmh. Et Ah, du il coup, faut bah, gagner bon un peu. courage à tout le monde. Ouais, c'est bien Oui. de gagner. Est-ce que tu peux nous dire avec quoi tu vas y aller? Vu que ça sort Ouais, dimanche, bah, c'est bon, les gens sauront. pour ceux qui sont là depuis le début, sur la vidéo de présentation de la chaîne YouTube, je dis, dans mon palmarès, j'ai gagné un skirmish avec Kano parce que jouer Kano, c'est tricher. Bah, mon mantra, c'est, on peut pas gagner sans tricher, donc bah, je vais retourner tricher avec Kano, voilà. Il faut pas me prendre au pied de Ah la ouais, lettre, hein, je ne vais pas tricher littéralement, mais bah, votre tour, c'est mon tour, hein, voilà, donc je ah, je c'est joueur je de vais Yu-Gi-Oh! ah ouais, let's go. Je vais assassiner des joueurs d'aggro là qui vont être des tout pipous là, en mode ah ouais, j'ai pris AB3, mais en fait j'ai que des rouges dans mon deck, je pourrais pas payer. Ah, je suis mort. Voilà, mon rêve. Ok, on en est là. Ben voilà, bah, bon courage du coup pour toi et pour les gens Mhm, qui participent ce week-end, mhm. que vous encouragez de loin. Mais la force à Cool. vous, beauté les fesses. Et Et bah, des bisous tout le monde et à dimanche prochain. Ciao, ouais, ciao. à la semaine prochaine.